Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Bien commun podcast, un podcast où on se pose différentes questions sur des enjeux environnementaux du 21e siècle afin de mieux les comprendre. Aujourd'hui, on était accompagné de Valérie Tremblay, une chargée de projet chez Équiterre, et on se posait plus de questions sur la mobilité durable. Donc, on a abordé vraiment la mobilité durable de manière très générale et on a abordé plein de points différents. Donc, Eric, Yes. je te laisse faire un petit topo là-dessus. Merci, Ébric. Ben, c'est ça, quelques éléments qu'on a touchés avec Valérie. D'une part, on est vraiment venu définir d'entrée de jeu c'est quoi la mobilité durable. Pour moi, c'est un concept qui était pas super clair. Fait qu'on est venu voir justement, comme tu dis, ce que ça englobait exactement. On a parlé notamment de l'impact environnemental des véhicules, fait que les véhicules personnels, si on veut, dans quelle mesure, justement, ça a un impact sur l'environnement par l'entremise des émissions de GES qui en découlent. On a aussi parlé de quelles sont, de manière plus générale, les bonnes pratiques en matière de mobilité durable. Fait que de mémoire, c'est l'acronyme RTA définit bien justement comment voir la mobilité durable. Donc, à la source, on essaie de réduire notamment justement nos déplacements tout court. Puis, ultimement, on a aussi vu le rôle des gouvernements, puis les différentes actions et programmes qu'ils ont en place. Donc, autant au niveau du palier fédéral que provincial, ces deux paliers de gouvernement-là ont différents programmes, différents incitatifs ou réglementations en place qui visent justement à assurer une mobilité durable dans le temps. Oui, puis on a aussi abordé un rapport d'Équiterre qui vient tout juste d'être émis hier, qui vise à comparer les véhicules à la consommation de tabac. Donc, c'était vraiment de faire le parallèle entre les mesures qui ont été appliquées au tabac, comment est-ce qu'on peut transposer ça à l'utilisation des véhicules. Donc, je vous en dis pas plus, mais c'est quand même bien intéressant comme parallèle. Bonne écoute tout le monde. Donc, bonjour Valérie Tremblay. Bonjour. Bienvenue à Bien commun podcast. Aujourd'hui, on veut aborder le sujet de la mobilité durable. Donc, savoir un peu plus c'est quoi les différents enjeux, c'est quoi qui freine la mobilité durable. Donc, on va plonger un peu plus dans ce sujet-là. Mais tout d'abord, peut-être tu pourrais commencer par te présenter brièvement, nous parler un peu de toi. Oui, merci tout d'abord de m'accueillir aujourd'hui. Donc, Valérie Tremblay, ça fait 3 ans que je travaille chez Équiterre, d'abord comme conseillère, puis aujourd'hui comme chargée de projet en mobilité durable. J'ai travaillé sur plusieurs dossiers allant de l'électrification des transports à la hausse des camions légers. Puis aujourd'hui, je me consacre davantage sur l'encadrement de la publicité automobile. Au-delà de ça, j'ai aussi un parcours académique en environnement et développement durable à l'Université de Montréal. Je me suis spécialisée notamment en enjeux sociaux et de gouvernance. Donc, pour moi, être ici aujourd'hui, c'est quand même particulier, comme l'est mon rapport à la mobilité durable. Donc, je dois dire que ça fait plusieurs années maintenant que j'habite à Montréal, qui est un peu l'Eldorado des modes de transport, des rues piétonnes et des pistes cyclables. Par contre, j'ai grandi et vécu pendant longtemps à Gatineau, dont la situation en termes de transport et d'aménagement du territoire est assez semblable à celle de Québec. Donc, il y a moins de 5 ans encore, j'étais obligée, en raison des longues distances à parcourir, du manque de transport en commun, de me déplacer 90% du temps en auto solo. Donc, je suis assez consciente que la réalité de Montréal est absolument pas la même pour le reste du Québec. Mais je tiens à dire que lorsqu'on parle de mobilité durable, puis on va l'aborder aujourd'hui, il y a différentes étapes pour y parvenir et des fois, le tout à l'auto, c'est un peu un incontournable, mais il y a des solutions à ça pareil. Cool, ben, super intéressant. Puis moi, j'aurais le goût d'entrée de jeu de te demander, on utilise le terme mobilité durable depuis quelques instants déjà. Serais-tu capable de nous définir c'est quoi exactement la mobilité durable? Oui, tout d'abord, je peux vous dire par un peu comment Équiterre travaille sur cette question, puis après en venir à c'est quoi la définition, parce que vous allez voir que juste dans nos projets en soi, tous nos projets vont s'inscrire dans chacune des 3 étapes de la mobilité durable. OK. Donc, peut-être les auditeurs, auditrices qui ne connaisseraient pas Équiterre, on est une organisation non gouvernementale. Ça fait 30 ans qu'on travaille pour créer des solutions, transformer les normes sociales, adopter des politiques publiques qui sont compatibles avec l'environnement et le climat au Québec, au Canada. Donc, on a des expertises, des initiatives qui vont se diviser en 4 axes d'action. L'agriculture, l'alimentation, la consommation, la production, le climat et l'énergie et finalement le transport et la mobilité. Donc, en transport et mobilité, on a plusieurs projets d'éducation, de recherche, de relations gouvernementales en cours. On a d'abord des projets en électrification des transports, plus spécifiquement des véhicules légers, des autobus scolaires. Également des projets en transport collectif et actif. On a notamment une initiative qui s'appelle VéloVolt, qui fait la promotion du vélo assistance électrique comme alternative à l'auto pour se rendre au travail. OK.
Et finalement, on a des projets de réduction de l'auto, donc tant au niveau de la taille que du nombre de véhicules et aussi de la publicité automobile. Donc, dans l'ensemble, toutes nos initiatives visent à réduire la dépendance à l'auto, spécifiquement l'automobile à essence, puis de ses impacts sur l'environnement et la santé, donc au profit d'une mobilité durable. OK. Super. Puis Equita, vous en faites vraiment beaucoup, mais je pense que vous faites encore plus que ça. Moi, je me rappelle, il y a 1 an et demi, j'ai été contacté, je pense que c'était par téléphone, pour signer une pétition. OK? Sur quoi? C'était sur la loi 29. OK. Puis là, je m'étais informé un peu, puis là, j'ai fait « Ah, OK, je vais signer la pétition. » Ou j'avais vu passer ça sur Internet, je me rappelle pas trop. Mais bref, j'avais signé la pétition. Puis là, 1 an plus tard, j'ai été rappelé par quelqu'un d'Équiterre, ou en tout cas un consultant chez Équiterre, pour faire un suivi de cette pétition-là. Puis là, il m'annonçait que finalement, la loi 29 avait passé. Puis là, T'avais gagné. Ouais, c'est ça, qu'on avait réussi à mettre de la pression au gouvernement, puis que là, finalement, la loi 29 allait être mise en place. Puis ça, c'est une loi pour la réparabilité des biens, parce que c'est bon pour le consommateur. Fait que, tu sais, vous avez fait un autre... ça, c'est un autre volet dans lequel vous travaillez. Totalement. Donc, en production-consommation, je dirais que dans les dernières années, c'est pas mal notre volet d'activité qu'on a obtenu le plus de gains politiques. Okay. Donc, ça pourrait être pour un autre épisode à part entière. C'est ça. On le garde pas trop loin. OK, ben super. Fait que là, on sait qu'Équiterre en fait beaucoup en termes de mobilité durable. Mais là, c'est ça. La mobilité durable, on a eu quelques exemples, mais c'est quoi plus spécifiquement? Oui, donc dans le cadre de mon travail, mais surtout dans le cadre de mon rapport de fin de maîtrise, je me suis justement intéressée à savoir c'est quoi la mobilité durable, comment elle se différencie des autres approches en transport, mais surtout comment elle se traduit dans le contexte québécois. Donc, j'ai appris plein de choses. Je vais essayer de résumer mon rapport de 80 pages en quelques minutes. D'abord, la mobilité durable, c'est pas un nouveau concept. L'idée d'une approche alternative et plus durable pour le déplacement des personnes remonte au début des années 90 en Europe. Okay. Donc, pour se mettre un peu en contexte, début années 1990, c'est aussi la même période où que le fameux rapport Brundtland pour notre avenir en commun, qui est aussi la pierre angulaire du développement durable, est apparue. Okay. Donc, c'est vraiment une période où on prend de plus en plus conscience des impacts sur l'environnement, notamment des impacts du système de transport. OK. Parce que, ouais, c'est ça, le transport a un gros impact, là, on le sait, sur nos émissions de gaz à effet de serre. Je sais pas, est-ce que tu as des données par rapport à comme c'est quoi la proportion que pourraient représenter les véhicules ou peu importe quoi d'autre, là, juste avoir une idée peut-être de grandeur puis de proportion là, de nos déplacements. Au niveau du transport, hein, je suis curieux. Oui, mettons des données spécifiquement pour le Québec. Au Québec, le transport routier, donc spécifique, plus particulièrement. C'est des véhicules légers seulement, ça, ou c'est tout le transport? Ça va être tout le transport routier, donc on va parler aussi de camions de marchandises. Okay. Donc, c'est un peu difficile de segmenter les données, mais on sait qu'il y a quand même beaucoup de véhicules légers sur les routes. Je vais y revenir plus tard. Mais le transport routier au Québec est responsable de 80% des émissions de GS du secteur des transports. Okay. Puis, le secteur des transports en soi, lui, il compte pour la moitié des émissions de GS de la province en raison de sa forte consommation en produits pétroliers. C'est quand même intéressant de noter que le secteur des transports, c'est un des seuls secteurs dont ses émissions de GS augmentent au fil du temps plutôt que diminuer. Donc, c'est assez important comme secteur en termes d'émissions. Fait que 80% qui seraient des automobiles ou des véhicules, ça constitue... Puis l'autre 20% serait quoi? Là, c'est le transport routier. Donc, l'autre 20%, ça peut être du transport maritime, du transport comme les avions, donc d'autres types de transport. Okay. Mais on voit que c'est une part assez marginale. Ouais. OK. Donc, une fois qu'on a pris connaissance des différents impacts du transport sur l'environnement, on en est venu à l'apparition du terme mobilité durable. Donc, c'est un peu... si on mettait ensemble le terme mobilité, donc qui est la capacité de se déplacer et développement durable. Okay. Donc, avec le temps, on est venu à définir la mobilité durable selon 3 critères qui sont similaires à ceux du développement durable. Donc, tout d'abord, on a satisfaire les besoins fondamentaux d'accès, merci. Donc, par exemple, ça pourrait être j'habite à Montcalm, à Québec. Oui.
Tu veux venir à Beauport, Courville, maintenant? Exactement. Est-ce que ce besoin d'accès, ce besoin de déplacement, est-ce qu'il peut être satisfait grâce au système de mobilité? OK. Si oui, ben dans ce cas-là, on parle de mobilité durable. Le deuxième critère, c'est d'assurer l'égalité d'accès aux services de transport. À l'inverse, si je pars de Beauport puis je veux me rendre à Montcalm, est-ce que j'ai le même accès aux services de transport que la personne qui habite à Montcalm? Okay. Souvent, c'est non pour les personnes qui habitent en région périurbaine ou rurale. Là, petite parenthèse, là, pour ceux qui se demandent pourquoi on parle de Montcalm puis de Beauport, là, ben oui, on est des amoureux de Beauport, c'est sûr, mais c'est aussi parce que Valérie était à Montcalm plus tôt aujourd'hui, puis nous, on est à Beauport. Donc là, elle a dû se déplacer au studio de Montcalm à Beauport, fait que c'est pour ça qu'on parle de ça. C'est ça, et étant gatinoise et maintenant montréalaise, j'ai très peu de références quant à la démographie de Québec, donc je me fie sur les 2 quartiers que j'ai visités aujourd'hui pour mes exemples aujourd'hui. C'est apprécié. Fait que donc, on a satisfaire les besoins fondamentaux d'accès, assurer l'égalité d'accès aux services de transport, puis finalement, ben, veiller à ce que les impacts de nos activités de transport menacent pas la durabilité environnementale. Okay. Donc, il y a 3 critères vraiment importants pour qu'on puisse qualifier un système de mobilité durable. Là, je pense à ça. Mettons, développement durable, d'habitude, les 3 piliers, c'est genre environnement, social, financier. Ouais, là, dans ce cas-ci, il n'y a pas l'aspect économique qui est considéré? Non, l'aspect économique va être davantage remplacé par le besoin d'égalité d'accès. Okay. Mais c'est un bon point que vous amenez parce que trop souvent, les services de transport en commun sont vus comme quelque chose qui doit être rentable, comme un investissement, quand dans les faits, c'est un service public. On ne s'attend pas à ce que nos écoles, nos hôpitaux soient rentables. Donc, pourquoi que nos autobus, nos métros devraient l'être aussi. Mm-hmm. OK. Ouais, c'est intéressant. Puis, tu sais, quel genre d'approche qu'on peut prendre à l'égard de la mobilité durable? Tu sais, est-ce que c'est de réduire? Est-ce que c'est de changer nos façons de se déplacer? Comment on peut voir ça, la mobilité durable, du point de vue citoyen? Justement, quelle approche on peut prendre? Oui. Ben c'est ça, l'approche de la mobilité durable va un peu se décliner en 3 grandes orientations, on pourrait dire. Donc, des orientations qui vont avoir des impacts assez importants sur la manière qu'on aménage le territoire et qu'on planifie les transports. C'est une approche qu'on appelle RTA. Donc, R pour réduire les besoins de déplacement, les distances à parcourir ou encore la place de l'automobile. Ça peut être fait notamment en densifiant les villes ou en choisissant délibérément d'habiter plus proche d'où qu'on travaille, d'où qu'on doit se rendre. Ça peut être aussi de faire du télétravail. C'est une bonne manière de réduire ses déplacements. Ensuite, il va y avoir le T. Donc, T pour transférer vers des modes de transport moins polluants. Donc, c'est simplement au lieu de prendre la voiture, bien, remplacer ces déplacements-là par l'autobus, la marche, le vélo ou même le covoiturage. Quand c'est possible. Quand c'est possible. Quand c'est possible, c'est ça. Puis finalement, on a le A, donc améliorer la performance des systèmes de transport. Donc, une stratégie commune du A, on pourrait dire, c'est d'électrifier les modes de transport. OK. Ça pourrait-tu être aussi de rendre plus de pistes cyclables, par exemple, disponibles? Ça pourrait être, par exemple, donc d'abord, pour avoir les pistes cyclables, donc ça demanderait un transfert vers des modes de transport actifs comme le vélo. Après, dans le A, améliorer, ça pourrait être de mieux entretenir les pistes cyclables. Okay. Donc, ça serait d'améliorer la performance, l'efficacité de ce mode de transport-là. Donc, ça peut être électrifier les véhicules, ça peut être de les rendre plus efficaces énergétiquement. Donc, on vient pas changer en soi la manière que la personne se déplace, mais on vient juste un peu améliorer ce déplacement. Puis est-ce que dans le meilleur des mondes, c'est de respecter cet ordre-là dont tu les as mentionnés? Donc, idéalement, c'est de réduire, puis après son temps vers les autres options. Je suppose que c'est ça le mieux, de réduire à la source d'une part, puis de voir les autres approches aux besoins. Exactement. Donc, un peu comme en consommation, c'est un peu la même chose. C'est donc, ça. Si à la base, on est capable de ne pas avoir de voiture, de se déplacer le moins souvent, mais c'est sûr qu'en termes d'impact sur l'environnement, bien, c'est ce qu'il y a de mieux. Le fait de marcher, ça émet beaucoup moins de GS que de devoir prendre sa voiture, même si elle est électrique. Puis après, si on peut pas marcher pour se rendre à X, Y endroit, bien, est-ce qu'on peut se rendre en autobus, en vélo? Sinon, est-ce qu'on peut prendre covoiturage pour y aller? Lorsque ça, c'est pas possible et qu'on n'a pas le choix de reposer sur notre voiture solo, bien, est-ce qu'on peut électrifier? Est-ce qu'on peut faire l'achat d'une voiture électrique à la place pour ces déplacements-là? Intéressant. Fait qu'on tente de réduire en premier. Par contre, si on prend déjà le vélo ou on marche, ça pourrait peut-être être bon pour la santé d'augmenter, non?
Ben, Là, tu disais que la marche avait quand même des gaz, des GES, là. Ben, pour les personnes qui ont le privilège de pouvoir déjà faire tout leur déplacement à la marche au vélo, continuer comme ça. Tu sais, je pense que l'approche RTA, donc le R, ça s'adresse surtout aux gens qui ont une voiture ou utilisent souvent la voiture. Mais si tu es déjà capable de ne pas avoir de voiture puis que tes distances à parcourir sont assez courtes, que tu le fais à vélo ou à la marche, ça devient bon pour la santé de le faire si tu augmentes, là. Ouais. Mais tu sais, parce que c'est ça, tu sais, moi, le premier, j'ai une voiture, puis la voiture, ça va rester l'option facile. Je l'ai achetée, elle est payée dans mon entrée. Fait que si j'ai à me déplacer, c'est quoi l'option facile? Je vais prendre mon char, je vais pas regarder les horaires d'autobus. Fait que c'est ça, c'est de se questionner, justement, y a-t-il une alternative, tu sais, pour le déplacement que j'ai à faire, pas nécessairement le prendre pour acquis. Ah, j'ai une voiture, je vais l'utiliser, tu sais. Puis des fois, là, on reste surpris. En tout cas, moi, j'ai été surpris. Là. Je suis allé au bureau presque 1 an de temps en autobus. Là, maintenant, je peux le faire en vélo, mais à pied aussi. Mais même dans l'autobus, là, j'aimais vraiment mieux être dans l'autobus 1 heure de temps, même si ça me prenait 1 heure à la place de, mettons, 35 minutes en auto. Okay? Ouais. Fait que c'était quand même pas mal plus long. Par contre, pendant cette heure-là, je pouvais en profiter pour écouter faire des podcasts. Plein d'autres choses. Exactement. Oui, des fois. Mais tu sais, je pouvais lire un livre, écouter justement des podcasts ou faire d'autres choses de connexes. C'était pas du temps perdu. Tandis que quand tu conduis dans le trafic, c'est du temps perdu. Il y en a même qui vont se fâcher à cause qu'ils viennent de se faire couper ou tu sais. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a plein de bonnes raisons de prendre l'autobus, même si oui, ça demande un peu plus de gestion, ça prend un peu plus de temps, mais au final, c'est du temps qu'on peut facilement retrouver. Là. Non, c'est un super bon point. Puis justement, tu viens d'en parler un peu. La congestion routière, ça a beaucoup d'effets sur la santé, donc autant au niveau du stress que l'irritabilité. Puis la congestion routière, puis le temps perdu en voiture, c'est aussi de l'argent perdu pour les personnes qui doivent se déplacer. Donc, ça a quand même des impacts considérables de fait de prendre de sa voiture. Ouais. Puis, qu'est-ce qui freine un peu justement la mobilité durable au Québec? Bon, on le sait que c'est vers ça qu'il faut tendre, mais quels sont les freins à ce sujet-là? Il y en a plusieurs. Le premier, évidemment, c'est la hausse du parc automobile. Donc, en ce moment, le parc automobile, sa taille augmente et évolue vers des véhicules qui sont de plus en plus imposants, lourds et énergivores. Donc, un article qui est paru dans la presse hier encore, on apprenait qu'entre 2021 et 2022, le nombre de véhicules à essence avait baissé pour la première fois en 40 ans au Québec. Une bonne nouvelle. Par contre, depuis 2022, le nombre de véhicules à essence a augmenté à nouveau, puis maintenant, on se retrouve à 4,8 millions de véhicules. Donc, on voit qu'il y a quelques tendances, mais de manière générale, c'est une tendance vers le haut. Donc, le nombre de véhicules augmente. Et la population aussi augmente. Donc là... C'est un bon point. Oui, la population augmente, mais moins vite que le nombre de véhicules. Depuis 1990, le nombre de véhicules personnels au Québec a augmenté de 57 %, ce qui est un taux de croissance 2 fois supérieur à celui de la population. Ça veut dire quoi, ce véhicule personnel? C'est le véhicule d'un particulier qui utilise pour donc, ses déplacements? Exactement, donc pas des véhicules d'entreprise. Donc, il y a ça, mais il y a également que le nombre de véhicules par ménage augmente, alors que la taille des ménages au Québec diminue. Donc, un chiffre pour illustrer ça. Donc, on a la taille moyenne des ménages qui est passée de 2,9 personnes en 1981, donc ça fait longtemps, à 2,3 personnes en 2016. Puis pour ces mêmes années-là, le nombre moyen de véhicules par ménage est passé de 1,07 à 1,32 en 2016. Donc, il reste beaucoup de travail à faire pour réduire le nombre de véhicules à essence au Québec. Puis là, avec les données que tu nous as données, nos émissions de gaz à effet de serre, il y en a la moitié à peu près qui sont attribuables au transport. Puis là, de ce 50 %-là, il y en a 80 % qui est attribuable à nos véhicules. Donc, on voit que les véhicules ont quand même un impact vraiment significatif là, sur nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, j'imagine que c'est là-dessus qu'il faudrait agir en tant que citoyen si on veut diminuer nos émissions. Oui, en même temps, il y a d'autres facteurs en jeu c'est un peu un cercle vicieux. Donc, le fait qu'on a de plus en plus de véhicules, c'est pas seulement parce qu'on en veut plus, c'est aussi parce que notre territoire est aménagé d'une manière qui encourage le citoyen à faire l'achat d'un véhicule. Donc, on voit vraiment que depuis, on peut remonter jusqu'aux années 1950, l'augmentation du nombre de véhicules au Québec
a orienté historiquement l'aménagement du territoire vers une expansion du réseau routier et la restructuration des milieux de vie en périphérie des centres urbains. Donc, on s'est installé de plus en plus loin des centres urbains, notamment à cause de la croissance démographique, mais aussi parce qu'on avait le pouvoir de le faire. Donc, il n'y avait aucune politique d'aménagement du territoire ou d'urbanisme qui nous l'empêchait. Puis on a de la place. On a de la place au Québec, on va se le dire. Mais c'est ça le cercle vicieux, tu sais, dans le fond. Les villes se sont expansionnées. Ben là, je sais pas c'est quoi le bon mot, mais les villes ont pris de l'ampleur. Les banlieues se sont créées à cause qu'on avait les voitures. Puis là, maintenant qu'on habite plus loin des centres-villes, on n'a plus le choix de continuer à utiliser notre voiture parce qu'on n'a plus de moyens pour se déplacer autrement vu qu'on est loin des centres-villes. Exactement. Donc, aujourd'hui, on est un peu dépendant de l'automobile. Puis c'est un cercle vicieux auquel on peut ajouter les services de transport. Donc, on s'installe de plus en plus loin. On n'a pas le choix d'avoir une automobile. Pendant ce temps-là, vu qu'on s'installe de plus en plus loin, mais c'est difficile de desservir une population qui est de plus en plus disséminée sur un territoire, parce que même si les services de transport, c'est pas un investissement, il faut quand même en quelque sorte que ça soit un peu rentable. Idéalement, oui. Donc, on voit vraiment que cet aménagement du territoire autour de l'automobile, mais c'est fait au détriment des services de transport. On n'a pas fait évoluer l'offre des transports en conséquence d'où on s'est installé. Puis aujourd'hui, ben c'est malheureux, mais c'est pas tout le monde qui peut satisfaire ses besoins de mobilité de base autrement qu'en véhicule. Ouais. Ce qui vient aussi discriminer une partie de la population qui n'a peut-être pas accès pour des raisons financières ou physiques à la conduite d'un véhicule. C'est particulièrement problématique dans les régions rurales et en banlieue, où que la population n'a pas le choix, en fait, d'être dépendante à l'automobile. Ouais. Fait que là, on le voit, tu sais, règle générale, les gens ont plus d'auto par personne, là, si on fait un ratio. Là. Donc, les gens utilisent plus l'auto qu'ils ne l'utilisaient avant. Ouais. Donc, notre rapport à l'automobile continue à être quand même très, très fort. Là. On utilise encore beaucoup nos autos. Là, c'est ça, il y a l'électrification qui s'en vient tranquillement. Comment est-ce que ça évolue à ce niveau-là? Ça ressemble à quoi, ça, en ce moment, là, les autos électriques? Est-ce qu'on tend vers ça? Ou? Ça, c'est un sujet qu'on pourrait discuter très longuement dans un autre épisode. Oui, c'est vrai. Mais en effet, ce qu'on voit en ce moment, c'est que oui, de plus en plus, les véhicules électriques occupent une part importante du marché, qui est quoi, à peu près encore 10%, donc c'est assez marginal. Il y a des réglementations en place que je pourrais présenter plus tard qui aident vers cette transition. Mais il reste que même si on fait la transition vers les véhicules électriques, bien, il y a plusieurs enjeux que je pourrais expliquer qui sont liés à l'automobile qui ne seront pas réglés en électrifiant. Quand on parle d'accidents sur la route ou l'aménagement du territoire, justement, le fait de remplacer les véhicules qu'on a par des véhicules à électrique, si on continue d'en avoir toujours autant, puis toujours de plus en plus gros, bien, la plupart des enjeux qu'on a en ce moment vont demeurer. Donc, tu viens pas juste sur ton R, là, tu viens pas réduire, exactement. Tu transformes, mais c'est ça. Exactement. Donc, on est vraiment dans le A, on pourrait dire. On n'est pas dans le réduire et même le transférer. Donc, les chiffres présentement, c'est qu'à l'échelle du Québec, ben 80 de nos déplacements sont 80%? en auto. 80% de nos déplacements au Québec sont en auto solo. Okay. On va parler de 10% pour les transports collectifs, 7% pour le transport actif et 3% pour le covoiturage. Donc, c'est vraiment une tendance qui est partout, plus spécifiquement aussi en dehors des régions métropolitaines. Donc, en dehors de... Quand on parle de régions rurales ou périurbaines, bien, le transport collectif va représenter que 1% des déplacements. OK. Ah, ouais. Mais c'est fou, hein? C'est ça, c'est la dualité. On veut des voitures de plus en plus grandes, on le voit, mais nos déplacements se font la très grande majorité du temps en solo. Fait que, en tout cas, ça vaut vraiment la peine de se questionner. Est-ce qu'on a besoin d'un beau gros VUS? Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est que notre rapport qu'on a aujourd'hui à l'automobile, mais n'a pas toujours été comme ça. OK. En ce moment, pour nous, l'automobile a toujours fait partie de notre quotidien. Moi, j'ai aucun souvenir d'enfance où je me rendais à la garderie ou à l'école, autre que l'autobus scolaire, qu'en voiture. Tout était fait en voiture jusqu'à temps que tu te rendes à un âge où tu peux prendre le transport en commun, si tu peux. Mais sinon, aussi longtemps qu'on se rappelle, tous les déplacements, en majorité, se faisaient en voiture. C'est ancré dans notre culture. C'est vraiment ancré dans notre culture, mais pourtant, historiquement, l'automobile était considéré comme un objet de luxe.
jusqu'à la fin des années 1920 à peu près. Donc, c'était vraiment les ménages les plus aisés qui pouvaient en avoir. Donc, c'est vraiment après les années 1920 où on a industrialisé la fabrication automobile que là, l'automobile est devenu de plus en plus abordable et accessible, notamment pour la classe moyenne. Donc, je dirais que c'est à partir de ce moment-là que tout a changé. On a commencé à aménager le territoire autour de l'auto. On a vu apparaître les premiers centres commerciaux, les cinéparcs, les motels, ce qui est venu aussi forcer la création de stationnements, qui aujourd'hui, les stationnements font partie du paysage. Oui, puis ça prend de la place, Dieu sait que ça prend de la place. Ça prend de la place, les stationnements. Puis donc, on voit qu'après, progressivement, dans les années 1950, on est dans un contexte prospère économiquement après la Deuxième Guerre mondiale. L'auto devient un objet d'utilité quotidienne. Le pouvoir d'achat, la publicité automobile vont venir pousser les ménages à s'acheter un véhicule. Ce qu'on remarque, Équiterre, on a beaucoup étudié la question à savoir comment la publicité automobile influence l'achat des véhicules. Ce qu'on remarque dans le temps, c'est qu'auparavant, la publicité automobile était surtout axée sur mettre de l'avant les fonctions des véhicules, la sécurité, les pneus, la transmission. Mais là, aujourd'hui, puis dès les années 60 même, on met l'accent sur un style de vie, un statut social qui est associé à la possession du véhicule. Donc, c'est assez courant, puis c'est presque caractéristique de la publicité automobile aujourd'hui que les publicités des véhicules, on parle très rarement du prix, de ses caractéristiques, mais plus, voici le mode de vie qui est associé à ce véhicule qu'on te vend. Les sentiments que tu vas ressentir en ayant ce véhicule-là. Exactement. Ouais, c'est ça, on perd l'objectif fondamental du véhicule qui est de se déplacer du point A au point B. Exact. 100%. Je sais que Henry Ford, là, au début, là, il disait que son véhicule, les gens allaient l'acheter une fois, ça allait être le premier et le dernier véhicule qu'il allait acheter. Fait que, tu sais, on mettait vraiment de l'importance, puis on mettait l'accent sur la durabilité du bien, puis comment il allait perdurer dans le temps. Puis toutes les autos étaient noires au début, là. Puis après ça, là, il y a Dupont qui est rentré là-dedans, puis là, ils se sont mis à peinturer les véhicules. Fait que là, chaque année, les gens voulaient changer leur véhicule pour justement démontrer qu'ils ont un bon statut financier puis qu'ils sont en mesure de s'acheter. Ouais, c'est ça, le statut social, que là, tu peux t'acheter un nouveau véhicule à chaque année, puis t'as la couleur de l'année, puis Mais c'est ça, en tout cas, on tend vers peut-être une façon de voir les choses qui est peut-être pas la bonne, mais... moi, je suis le premier à me dire que si je veux un char, une auto, mettons, pour faire des expéditions du hors-route, je vais aller vers un Subaru parce que c'est ça les annonces. Si je veux, être un gars de construction, je m'achèterai un Ram parce que j'ai la publicité avec, Dan Bigra en tête, la voix grave, la voix rauque, le camion dans la boîte. Ça vient ensemble, c'est des sentiments. Moi, c'est ça que ça me résonne quand je pense à certains types de véhicules, là. Fait que, quand je pense à des publicités, ce que tu viens de dire, c'est vrai que ça résonne, puis j'ai plusieurs exemples en tête, là. Puis le rôle de la publicité automobile sur les comportements d'achat est quand même pas négligeable. Si je me rappelle bien, les derniers chiffres nous disaient que l'industrie automobile était le deuxième plus grand investisseur en publicité numérique au Canada. Ah ouais. Donc, c'est beaucoup d'argent qui est mis à travers différents canaux pour venir influencer l'achat des véhicules. Puis, ces montants-là se reflètent aussi dans la tendance d'acheter de plus en plus de véhicules également. Fait qu'ils réussissent leur mission, dans le fond. 100%. Je pense pas qu'ils mettraient autant de millions d'argent dans la publicité si ça fonctionnait pas. Définitivement. Puis, quels sont les impacts concrètement? Oui, la mobilité durable, on l'a bien défini, mais concrètement, quels sont les impacts liés à l'usage de l'automobile? Oui, on a parlé un peu au début pour les émissions de GS, mais au-delà des émissions, au-delà des impacts sur l'environnement, il y en a plein d'autres. Je vais tenter de les résumer comme qu'il m'est possible. Par exemple, si on parle sur le plan de la santé, comme plusieurs savent, l'automobile va être source de plusieurs polluants atmosphériques. Un exemple, au Québec, les véhicules à essence, à chaque année, vont être responsables de 1 million de tonnes de monoxyde de carbone. Donc, la pollution atmosphérique dont le monoxyde de carbone fait partie peut entraîner différents problèmes respiratoires et cardiaques. Hey, ça, je pense que je l'ai vécu hier. Je vais vous faire part de une petite capsule de vie. Là, je suis rendu à Sainte-Foy. Puis à Sainte-Foy, il y a quand même beaucoup de véhicules. Là, on s'entend peut-être pas autant qu'à Montréal, là, mais quand même, c'est assez dense. Puis là, je commence à m'habituer à l'air de Sainte-Foy et tout ça. Mais là, je suis allé au lac Beauport hier. Hey, puis en arrivant là, j'ouvre la porte de mon char, ça sentait bon, là. L'air était tellement frais, c'est difficile à décrire, mais c'était vraiment pas la même qualité d'air, si on veut, que ce qu'il y avait à Sainte-Foy.
Mais des fois, on s'en rend pas compte quand on est habitué à un certain niveau de qualité de l'air, tandis qu'on va vers d'autres milieux qui sont peut-être plus près des courants d'eau, c'est mieux boisé. On voit vraiment toute la différence versus les centres urbains. Mais c'est ça a quand même un impact assez important sur la santé. Il y a des milliards de coûts de santé publique qui sont dépensés à chaque année pour le traitement des enjeux de santé respiratoire, cardiaque, qui sont liés au trafic routier. Au Québec? Au Québec, au Canada. Donc, les gains qu'on pourrait faire en diminuant le nombre de véhicules à essence sur les routes est assez important en termes de coûts de santé publique. On en a parlé un peu de congestion routière. Sinon, quand on parle de santé, bien également les accidents de la route, sûrement une des conséquences les plus directes de l'utilisation automobile. On voit par contre que le bilan des accidents routiers, selon la SAQ, va s'améliorer d'année en année. Mais la hausse rapide de la proportion de camions légers sur la route, bien, ça crée des inquiétudes au niveau de la santé et de la sécurité publique. Je vais en parler un peu plus tantôt, mais les camions légers, c'est des véhicules qui sont plus gros, plus hauts, plus lourds. Quand on dit camion léger, c'est un VUS, ça? Ça peut être un VUS, donc un véhicule utilitaire sport. Ça peut être une camionnette comme le F-150 ou sinon une fourgonnette ou une vanne plus communément appelée. Donc, je pourrais en parler un peu plus tard, mais donc, il y a quand même cet enjeu-là pour la sécurité publique qui est de plus en plus présent sur nos routes. Donc, il y a plein d'autres impacts sur la santé. Donc, la pollution sonore liée au trafic routier. Également, la sédentarité. Donc, plus on prend notre voiture, moins on est en forme. On en a parlé un peu. Donc, tous des enjeux qui vont avoir des coûts de santé publique assez importants. Puis, au niveau sécuritaire, c'est quoi l'élément qui fait en sorte que l'arrivée des VUS ou des véhicules plus gros augmente le taux d'accident? Oui, c'est quand tu es un véhicule plus gros, plus long, tes angles morts sont plus grands. Quand les autres usagers de la route, c'est des plus petites voitures ou même des usagers vulnérables comme les cyclistes, piétons, ça se peut que tu les vois moins. Puis lorsqu'il y a un impact, ben habituellement, le pare-choc d'un véhicule, par exemple d'une berline comme la Honda Civic, est assez bas. Donc, les blessures qui vont être infligées pour un piéton ou un cycliste vont être au niveau des jambes. C'est souvent le piéton va avoir un impact, il va rebondir. Mais lorsqu'on parle d'un F-150... Tu passes en dessous, là. Tu passes en dessous, les impacts vont plus être au niveau des organes vitaux. Donc, c'est beaucoup plus important. Ça peut même être beaucoup plus mortel également. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on pourrait dire que c'est un enjeu plus important pour la sécurité. Intéressant. On a aussi beaucoup d'enjeux au niveau social. On en a parlé un peu que le fait qu'on investisse de plus en plus dans les infrastructures autour de l'auto, ben, ça amène à un désinvestissement dans les autres moyens de transport, comme l'autobus, le vélo, la marche. As-tu un exemple de ça, mettons, des infrastructures routières? C'est quoi? C'est justement agrandir, je sais pas, des banlieues développées, donc créer plus de routes? Ça peut être ça. Ça peut être exactement d'élargir des routes. Ça peut être juste le fait qu'on mette plus de l'argent, mettons, dans un nouveau pont, c'est de l'argent qui pourrait aller pour développer le réseau de pistes cyclables, par exemple, à Québec. Pour le tramway à Québec aussi. Oui. On va pas trop en parler. Je sais que c'est un sujet délicat à Québec. Mais ça reste que c'est beaucoup d'argent qui est mis dans le développement du réseau autour de l'automobile, de l'argent qui va pas pour justement venir pallier les inégalités d'accès qu'on voit aux services pour les services de transport. Puis juste maintenir les routes, là, je veux dire, on en a beaucoup des routes, mais le fait qu'il y ait vraiment beaucoup d'autos, beaucoup de camions qui passent, ben, ça fait en sorte qu'il faut l'entretenir. Mélanger avec notre climat, mais il faut l'entretenir plus que si c'est un vélo, par exemple. C'est ça, c'est des coûts assez importants. Plus il y a de voitures, plus les voitures roulent, ben, plus les infrastructures vont se dégrader. Et ajoutant à ça l'effet du climat où il y a une usure plus hâtive. Sinon, pour finir, pour les facteurs sociaux, quand on construit des routes, des stationnements ou n'importe quelle infrastructure routière, ben c'est une perte d'espace urbain, d'espace public, de vie qu'on pourrait utiliser à d'autres fins qui finalement se retrouvent souvent à être désertes. Des stationnements vides, ça arrive la plupart du temps. Des routes aussi vides, considérant que les véhicules passent en moyenne 95% de leur temps stationnés. C'est beaucoup d'espace qui n'est pas utilisé, qui pourrait servir à autre chose. Ben, tu sais, moi, j'habite dans un bloc, un multilogement, puis je trouve ça fascinant de me dire, tabarouette, tu sais, mettons, je sais pas, il y a une centaine de logements dans le même bloc. Chaque locataire a son véhicule qui l'attend dans le stationnement souterrain.
Mais tu sais, c'est quoi? 90 à 95% des véhicules sont tous parqués là en même temps, tu sais, la majorité du temps. C'est fou, là. Tu sais, ultimement, il y en aurait peut-être une poignée de véhicules qui permettraient de répondre aux besoins de l'ensemble des locataires parce qu'ils ne sont jamais utilisés tous en même temps. Là. Puis j'ose croire que beaucoup des déplacements qui sont faits, ben, c'est pour aller aux mêmes endroits, à l'épicerie, à la banque, à la pharmacie. Probablement les services qui sont les plus près, donc probablement les mêmes services que ces gens fréquentent. Ça t'arrive-tu, Eric, des fois, t'es sur le pont de Québec, tu regardes à droite, puis c'est ton voisin, dans le char d'à côté? Ça m'arrive pas souvent, Eric. Non, okay. Ben, considérant qu'il y a 4,8 millions de véhicules qui circulent, en effet, les chances que tu croises ton voisin sur l'autoroute peuvent être faibles, mais sait-on jamais. Puis j'en ai parlé un peu des impacts sur l'économie liés à l'automobile. Donc, comme j'ai dit, ben, il y a les coûts de santé publique. Il y a aussi, on a parlé des dépenses publiques qui sont liées à la construction et l'entretien des infrastructures. Ouais. Il y a également 2 facteurs qu'on parle un peu moins, mais c'est l'endettement des ménages. La catégorie de transport, c'est une des catégories de budget les plus importantes pour les ménages. Donc, oui, aujourd'hui, les ménages ont un pouvoir d'achat peut-être plus élevé qu'à l'époque, donc il y a un accès au crédit plus facilement, les revenus ont augmenté, mais parallèlement, l'endettement des ménages vis-à-vis le transport a aussi augmenté, donc vis-à-vis l'achat d'un véhicule, mais aussi les autres frais associés à la possession automobile. Donc, des fois, on se dit, oui, mon véhicule, je l'ai déjà acheté, clé en main, donc j'y ai déjà acheté, j'ai plus d'autre argent à mettre dessus, mais dans les faits, non. C'est fou. Il y a tellement de frais annuels, même mensuels, hebdomadaires qui reviennent associés à un véhicule qui pourtant, si tu prends le transport en commun lorsque possible, bien évidemment, c'est des coûts qui sont pas récurrents. Donc, il y a de plus en plus de ménages qui vont s'endetter pour un véhicule. Donc, c'est la catégorie de dépenses la plus importante après le logement. Ah ouais. Ben, tu sais, c'est fou. Écoute, ça doit être quasiment rendu aussi cher que le logement. Je regarde pour justement changer de voiture. C'est fou, les paiements mensuels, les paiements hebdomadaires qui viennent avec ça, là, c'est de la démesure, là. Le logement laisse pas sa place non plus, là, mais... non, c'est ça, mais tu sais, c'est fou. Si tu prends juste, justement, te loger puis te transporter dans le sens où, mettons, justement, j'ai pas d'alternative, là, acquérir une nouvelle voiture aujourd'hui, moi, je le vis, là, faut que tu économises, là, faut que tu planifies bien tes affaires, puis comme tu dis, ça, c'est avant même que tu mets de l'argent aussi pour l'entretenir, parce que moi, j'ai jamais fait l'exercice, mais ça doit être, je sais pas combien de dollars par année pour l'entretien, là. Ça, je pense que ça peut tourner autour de 5 000. 5 000 $5,000 par année. Véhicules, ça, c'est sans compter de l'assurance, ton coût d'immatriculation qui revient à chaque année. L'essence, en plus. Plus ton véhicule est gros, plus il te coûte plus cher. Plus il coûte plus cher à assurer, plus il coûte plus cher d'essence. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment une roue qui tourne. Puis le dernier facteur économique qu'on parle peu souvent, mais que pourtant on le subit sans s'en rendre compte, c'est la baisse de la valeur économique des propriétés qui vont être situées à proximité des axes routiers. T'habites dans un beau quartier, derrière toi, c'est un champ. Dans quelques années, on t'annonce qu'il va y avoir une autoroute qui est développée dans ta cour, finalement. Je peux te dire que la valeur de ta maison va drastiquement diminuer parce qu'une autoroute derrière toi, c'est du bruit. Donc, c'est la pollution sonore, c'est aussi de la pollution atmosphérique. Ouais. Puis, visuellement parlant, c'est beaucoup moins attrayant d'avoir une autoroute dans sa cour que des champs. Donc, c'est un impact assez important pour les gens qui font l'achat d'une propriété, justement, peut-être pas dans un centre urbain, en banlieue ou plus en région rurale. Sait-on jamais si une autoroute va se construire derrière chez soi? Ça pourrait être un impact assez important. Je l'admets. Moi, je prendrais un champ avec des vaches versus une autoroute en arrière de ma maison. Je sais pas lequel sent le meilleur, là, mais... Ouais, ça, c'est vrai que c'est questionnable. Ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Puis sinon, finalement, les impacts environnementaux, on en a parlé un peu. Vu qu'on était sur le sujet de l'étalement urbain, quand on construit des nouvelles autoroutes, c'est pas non seulement de l'espace de vie qu'on perd, mais c'est aussi des espaces naturels. Il y a de la déforestation qui doit avoir lieu. Il y a aussi un épuisement des ressources naturelles pour alimenter les véhicules qu'on conduit. Puis comme on sait, il y a les émissions de gaz à effet de serre qui sont produites par les véhicules qui sont non négligeables. Puis certains pourraient croire que plus les technologies ont avancé, la technologie aussi.
Des moteurs thermiques, mettons, des moteurs. C'est ça, exactement. Donc, l'efficacité énergétique des moteurs a en effet progressé, mais les gains qui auraient été faits en matière de réduction des émissions, ben, ils ont été annulés par le fait qu'on conduit plus. Puis plus gros. Exactement. Donc, le fait qu'on a de plus en plus de camions légers qui pèsent plus lourd, puis qui ont une plus grande puissance de moteur. Fait que, mettons qu'on prend la typique Honda Civic, son efficacité de consommation d'essence, mettons, a augmenté, mais l'affaire, c'est que la personne qui avait une Honda Civic, je sais pas, en 2000, est rendue avec un F-150. Fait que c'est là que tu dis que ça s'annule, mettons. Exactement, c'est ça. Si tout le monde était resté avec des Honda Civic aujourd'hui, les émissions de GS auraient augmenté, mais puisque la plupart des gens se tournent vers des véhicules qui ont une moins bonne efficacité énergétique, bien, ça vient annuler les gains qui ont été faits. Il aurait diminué. OK, ouais, ouais, les émissions auraient diminué. Augmenté. Puis là, ben, pendant qu'on en parle des VUS et des plus gros véhicules, il me semble qu'Équiterre a fait une campagne à propos de ça. Là. C'est-tu pas de VUS pour moi? Oui, exactement. Donc, ça s'appelle Pas de VUS pour moi ou aussi Évaluer vos vrais besoins. Donc, c'est une campagne qui s'adresse au public québécois pour venir sensibiliser aux effets, aux impacts des camions légers sur la santé, les finances, l'environnement. Puis donc, on en a parlé un peu. Donc, camion léger, c'est vraiment un terme utilisé pour contenir les camionnettes, les fourgonnettes, vannes, les véhicules utilitaires sport. Puis la raison pourquoi on s'intéresse particulièrement aux camions légers, c'est parce que c'est vraiment la catégorie de véhicules qui a le plus augmenté, et ce, partout à travers le Canada, pas seulement au Québec. On note qu'entre 90 et 2021, les ventes de camions légers ont augmenté de 280 % au Canada. Pendant la même période, les ventes des voitures, donc les voitures berlines, les compacts comme le Honda Civic, ont augmenté de 10 %. Donc, on voit que les gens se tournent systématiquement vers les camions légers. Puis, ben, ce qu'on voit, c'est que les camions légers, particulièrement les VUS, ben, ils aggravent plusieurs des enjeux qui sont liés à l'usage automobile. Donc, tous les enjeux que j'ai nommés, ben, ils sont exacerbés, ils sont aggravés par la présence des camions légers. Un exemple de ça, bien, sur le plan environnemental, un VUS va produire en moyenne 20 % plus de GES qu'une voiture. À cause de sa consommation d'essence plus élevée? Exactement, et vu qu'il est plus gros également. Exactement, donc il consomme en moyenne aussi 20 % plus d'essence. Quand on parle d'endettement des ménages, ben, un VUS va coûter jusqu'à 10 000 $ de plus à l'achat qu'une voiture, puis 4 000 $ de plus par année en entretien. Puis on en a parlé un peu, mais aussi, c'est ça, comme je disais, au niveau de la sécurité, bien, les collisions qui sont provoquées par un camion léger vont être plus nombreuses, vont être plus mortelles. Parce que c'est ça, parce que moi, le premier, si je conduis un gros véhicule versus un petit véhicule, moi, le conducteur, je vais me sentir plus en sécurité. Mais l'enjeu de ce que tu as à c'est ça, c'est que oui, la personne à bord du gros véhicule est en sécurité, mais c'est les personnes qui l'entourent qui vont l'être moins. Absolument. Donc, dans les faits, c'est vrai, quand on conduit un VUS, nous, le conducteur, les passagers, même à l'intérieur du véhicule, on est davantage en sécurité, mais c'est pas le cas pour toutes les autres personnes qui se retrouvent sur le réseau routier. Puis ça, c'est un enjeu qui est à peine discuté dans les publicités automobiles, parce qu'on met souvent de l'avant la sécurité du conducteur dans les publicités. Mais qu'est-ce qu'il y en est pour les autres gens autour de nous? Puis donc, une remarque, ça, Eric? Puis, parlant de publicité, ben, ce qu'on remarque, c'est que la hausse de la demande pour les camions légers est notamment due à sa grande publicité. 80 % des publicités automobiles font la promotion de camions légers, particulièrement des VUS. C'est pas anodin. Les fabricants automobiles investissent beaucoup dans la publicité parce qu'ils génèrent de plus grandes marges de profit sur les camions légers que des plus petites voitures ou des véhicules électriques. C'est ça, j'avais déjà entendu ça. Es-tu capable de nous expliquer pourquoi, justement, c'est plus rentable pour un constructeur, les VUS versus un véhicule conventionnel? VUS, c'est que dans la plupart des cas, je suis pas une experte de la carrosserie des véhicules, mais en fait, c'est que souvent, le VUS, la carrosserie va être bâtie sur un châssis fait pour les voitures. Donc, dans les faits, le véhicule est souvent pas si peu, n'est pas tant plus élevé qu'une berline. C'est vraiment tout le reste qui va être gonflé, on pourrait dire. Donc, la plupart des pièces vont être le même coût qu'une voiture, mais le reste va être plus gros. Donc, pour le fabricant, ça coûte pas si plus cher à fabriquer, mais au niveau du prix, un VUS a un prix beaucoup plus élevé. Puis ça, c'est même dans l'imaginaire des gens, on s'attend à payer plus pour un VUS qu'une berline.
Intéressant. Excuse-moi si j'allais dire, ça explique aussi pourquoi on voit de moins en moins de petits modèles sur le marché. Ben, c'est ça. C'est parce que l'offre aussi, là, tu sais, je sais pas, moi, Nissan Micra, je pense que ça se fait plus, là, tu sais, des petits véhicules, justement, de par le fait que, comme tu te dis, sûrement c'est moins rentable, ben, les constructeurs ont juste cessé d'en produire. Fait que l'offre est beaucoup moindre, là, pour le consommateur. Puis on voit la même tendance se dessiner du côté des véhicules électriques où les Bolt EV sont plus produits non plus, là. Okay. Puis là, tu sais, on voit qu'il y a plusieurs enjeux. Est-ce que le gouvernement fait quelque chose pour essayer de contrer ce problème-là ou agir à ce niveau-là? Le gouvernement fait ce qu'il peut, je crois. Est-ce qu'il prend en faire plus définitivement? Je prends en dire plus à ce sujet-là parce que c'est ça, j'ai parlé que la publicité est un facteur qui contribue à la demande. Il y a aussi des facteurs politiques. Présentement, ce qu'on voit, c'est que les normes de gaz à émission les gaz d'effet de serre sont sont moins contraignants pour les camions légers que pour les voitures. Donc, c'est des normes qui ont été mises en place pour tous les véhicules vendus. Donc, c'est une norme qui a été mise en place au Canada, au Québec, pour pousser les constructeurs à fabriquer des modèles à plus faible émission. Mais pourquoi il y a des normes plus basses pour les camions légers? C'est qu'historiquement, les camions légers servaient à des fins commerciales. Donc, on ne voulait pas nuire à la compétitivité des entreprises en mettant des normes plus contraignantes. Mais on s'entend qu'aujourd'hui, la plupart des camions légers, les VUS, servent pas pour le transport de marchandises. Ça a vraiment des fins personnelles. Donc, il y a ça qui est en place. Donc, comme je disais, autant au Québec qu'au Canada, on a depuis longtemps, donc années 1980, des normes de consommation de carburant. Donc, c'est un peu des objectifs de consommation moyenne pour les véhicules vendus pour inciter une fois de plus les constructeurs à fabriquer des véhicules avec une plus grande efficacité énergétique. Puis, plus récemment, dans les dernières années, on a la norme sur la vente des véhicules zéro émission, donc VZE. VZE, oui. Exactement. Donc, on en a une au Québec, une au Canada. Donc, dans les deux cas, c'est une norme qui exige que les constructeurs automobiles amassent un certain nombre de crédits en vendant des véhicules zéro émission sur le marché, en échange de quoi ils reçoivent des crédits. Puis, chaque année, les crédits exigés par le gouvernement vont augmenter jusqu'à ce qu'on se rende en 2035 où 100% des véhicules qui sont mis en vente par les constructeurs doivent être électriques. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la vente des véhicules à essence ou diesel va être interdite en 2035. C'est parce que les constructeurs n'auront pas le choix de seulement vendre des véhicules électriques. Ça me semble efficace comme... C'est efficace à long terme, je dirais. 2035, c'est quand même dans 11 ans. Ouais. L'enjeu pour nous, c'est que entre-temps, il n'y a pas de réelles mesures qui visent à décourager l'achat de véhicules polluants. Puis ça, c'est évident. Là. Ça fait déjà quelques années qu'au Québec, la norme VZE, l'interdiction de vente, a été annoncée. Puis malgré ça, comme qu'on voit avec les chiffres de l'article de la presse, le nombre de véhicules à essence, spécifiquement de camions légers, continue d'augmenter. Donc, la population sait que ça s'en vient, mais il n'y a aucune mesure qui vient les dissuader d'en faire l'achat. Donc, on continue d'acheter des véhicules à essence. Les émissions de GS continuent d'augmenter. Puis, en même temps, l'industrie automobile continue d'investir massivement dans la publicité. Donc, même si la vente des véhicules à essence va être interdite en 2035, ce qui est bien, il n'y a rien qui est fait entre-temps pour stopper leur achat. Les véhicules à essence vont continuer de rouler sur nos routes bien après 2035, puis on va continuer à subir leur impact aussi. Ouais. C'est tard un peu comme action. On pourrait en faire plus en ce moment. Exactement. Donc, c'est bien d'avoir une interdiction de vente, mais d'ici là, il y a d'autres mesures qui doivent être mises en place. Puis, je déroge un petit peu peut-être du rôle du Québec là-dedans, mais moi, j'ai deux questions qui me sont venues, là, deux cas vraiment terre à terre, je te dirais, là. Moi, mettons, là, je sais pas, j'ai un sac de golf et une poche de hockey à transporter. Ouais. Puis aussi, j'ai une de mes collègues au travail qui aussi regarde pour changer de voiture. Puis quand moi, j'ai hâte d'avoir un VUS, un camion. Tu sais, moi, l'hiver, je serais pas pogné dans la neige. C'est quoi que tu me dirais, à moi, pour ma poche de hockey et mon sac de golf, puis à ma collègue qui veut pas être resté pogné dans la neige? On a-tu vraiment besoin d'un VUS? Ma première question, ça serait concernant la poche de golf ou de hockey ou les enfants amenés au soccer. C'est à quelle fréquence tu as besoin de te rendre là puis de la transporter? Okay. Est-ce que si c'est vraiment si peu de fois, est-ce que ça serait possible de louer un plus gros véhicule pour répondre à tes besoins ponctuels? Okay.
Ça peut être louer un véhicule comme une auto, ça peut être vraiment de passer par des entreprises de location. Sinon, est-ce que tu vas avec d'autres gens au golf, au hockey? Si oui, est-ce qu'il y a moyen de faire du covoiturage? Mais sinon, dans les faits, comme je disais, la plupart des VUS sont construits sur une base d'automobiles, de voitures. Est-ce que vraiment tu as testé des voitures plus petites? Est-ce que vraiment il n'y en a aucune qui permette de rentrer un sac de golf, une poche de hockey, le stock des enfants? Je te confirme, j'ai une Hyundai Accent, puis ma poche de hockey rentre dedans, puis le sac de golf aussi. Bon, merci de... Tu mets ça dans le char, ça pue bien trop, attache ça sur le toit. La mienne, elle sent bon, Bon, on démystifie certaines oui, perceptions. Tout à fait, là, j'étais curieux de t'entendre là-dessus. Puis mais aussi, pour revenir à la neige, là, c'est vrai que peut-être on reste un peu plus pris avec nos petits autos dans la neige, mais en même temps, la neige est là depuis toujours là, au Québec. Là. Je veux dire, il n'y a pas moins de neige ou plus de neige qu'avant. Je pense que c'est peut-être notre manière de conduire qui... On peut s'adapter, là, on peut changer notre manière de conduire. Ou on se fait projeter l'image qu'on a besoin d'un 4x4 ou d'un VUS parce que pour pas avoir de troubles pendant les tempêtes hivernales. Exactement. Peut-être la publicité mettre ça de l'avant aussi. Ça. Mais c'est un très bon point qu'on a toujours vécu avec la neige. Là, on en a un petit peu même moins avec les changements climatiques. Mais avant, en 1980, on n'en avait pas de VUS, on n'en avait pas d'F-150, puis on était capable de rouler. Je suis sûre que ça faisait sacrer une couple de personnes pareilles, mais à ce jour, on a même moins de neige historiquement. Donc, pourquoi on aurait besoin aujourd'hui de véhicules plus gros quand on c'est un luxe, c'est un luxe supplémentaire. Exactement. Okay. Puis là, Équiterre ont aussi fait un rapport où est-ce qu'ils comparaient le tabac puis les véhicules, je pense. Véhicules polluants. Oui, les véhicules polluants. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? On dirait que moi, je pense aux véhicules, je pense au tabac, puis je me dis, comment est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Moi aussi, ça m'intéresse. Ben, dans le fond, c'est comme je disais un peu, on a des mesures qui ont été mises en place par le Québec, le Canada, pour éventuellement interdire les véhicules à essence, ce qui, en passant, n'a jamais été fait pour le tabac. Le tabac n'est pas illégal, on peut en acheter. Mais d'ici là, pour les véhicules à essence, il n'y a aucune mesure qui a été mise en place pour dissuader l'achat. Par contre, l'histoire, la lutte au tabagisme au Québec, au Canada, nous a démontré que les gouvernements ont l'expertise, ont le pouvoir nécessaire pour réduire l'acceptabilité sociale, donc pour dissuader l'achat d'un produit qui est nuisible pour la population, comme les véhicules à essence. Pour les cigarettes, ils ont mis les beaux sourires sur les emballages. C'était une des mesures. Plusieurs mesures, donc je pourrais vous faire un petit historique. Là. C'est quand même un processus de réglementation qui s'est étalé sur 30 ans, mais aujourd'hui, on en voit les effets. Donc, c'est sûr qu'on est on est assez en retard sur le processus de réglementation du tabac, mais il est encore pas trop tard. Donc, on voit vraiment la réglementation du tabac, ça, démontrer l'efficacité de mettre en place des mesures d'encadrement sur la consommation d'un produit et pour diminuer ses impacts. Donc, si on regarde des chiffres, au Canada, en 1990, le nombre de personnes qui fumaient était de 31 %. En 1990, c'est à peu près au même moment que les premières lois sur le tabac sont entrées en vigueur. Fait qu'une personne sur 3, à peu près. Exactement. Puis aujourd'hui, en 2022, mais c'est moins de 10 %. Donc, on voit vraiment qu'il y a une diminution de la consommation du tabac et donc de ses effets. Mais parallèlement, les véhicules à essence, pour la même période de temps, donc en 1990 à 2022, ils sont passés de 15 millions à 22 millions. Donc, pourquoi que le tabac, ça a diminué versus les véhicules à essence qui ont augmenté? Mais pour nous, c'est simplement parce que le gouvernement a mis en place des mesures efficaces pour dissuader son achat, sa vente, sa promotion. Puis pour les véhicules à essence, on ne voit pas ça en ce moment et le tabac, ça a été le cas. C'est quoi le parallèle entre les différentes mesures qui pourraient être faites, entre les mesures qui ont été mises en place pour le tabac versus ce qui pourrait être fait pour les automobiles? Oui, donc c'est ça, dans notre rapport, tabac et véhicules polluants mieux réglementés pour freiner la consommation, donc on a voulu regarder c'était quoi les parallèles au niveau de l'évolution de la consommation, de ses impacts, mais aussi c'est quoi les politiques publiques qui ont permis de diminuer l'usage du tabac au Québec, au Canada, puis comment on peut s'inspirer pour les véhicules à essence. Donc, avant de rentrer dans les réglementations, je tiens à dire qu'on est conscient des nuances entre le tabac et les véhicules. Le tabac, c'est
absolument pas nécessaires à la vie, tandis que les véhicules, pour beaucoup de gens, c'est un moyen de se déplacer incontournable. Donc, on n'est pas en train de dire que les deux s'équivalent, mais qu'il y a quand même beaucoup de similarités. Il y a des parallèles à faire entre les différentes mesures. Absolument. Donc, juste à la base, les deux, c'est des sources importantes de pollution de l'air qui ont des impacts importants sur la santé publique. Les deux, à leur manière, sont une source de dépendance. Donc, pour le tabac, on parle que c'est à cause de la nicotine, donc une substance chimique qui est addictive. Par contre, au niveau des produits, des véhicules à essence, il y a aussi une certaine forme de dépendance, donc qui est encouragée par l'aménagement du territoire, le développement d'infrastructures au détriment de d'autres options. Donc, ça fait en sorte qu'on est un peu dépendant malgré nous à l'automobile. Mais la dépendance à l'automobile peut être aussi psychologique. Donc, on a parlé un peu de la promotion du maintien d'une image positive associée au véhicule, au style de vie qui est lié. Donc, pour beaucoup de personnes, la voiture, c'est un bien de prestige. Ça permet de mettre en lumière son statut social, sa réussite professionnelle. Puis c'est sans compter les différents sentiments que nous procure le véhicule, donc liberté, contrôle. Donc, on n'a peut-être pas de dépendance physique comme avec le tabac, mais le lien psychologique qu'on a avec l'automobile est profondément ancré. Donc, les deux, vraiment, une source de dépendance qui est assez difficile de se défaire. Puis, j'en ai parlé un peu, tactique de publicité. Les deux industries ont fait affaire à des stratégies assez semblables pour pousser la consommation d'une part du tabac, d'autre part du véhicule. Donc, on voit des messages assez similaires, donc des valeurs qui vont tourner autour de la masculinité, la liberté, la compétitivité, la séduction, le prestige. On voit aussi même que les messages véhiculés par les publicités, ils vont être contradictoires avec la science. Donc, à l'époque, il fut un temps qu'on vendait le tabac comme étant bon pour la santé. Donc, on avait des médecins parfois fictifs qui venaient vanter les mérites du tabagisme. Exactement. Puis aujourd'hui, on voit un peu la même chose avec l'automobile. Donc, on vient vendre l'automobile comme étant liée à la nature, une façon de se connecter à l'environnement. Puis aussi, la voiture étant liée à des activités physiques, le hockey, le patinage, la raquette. C'est ce qu'on voit dans les publicités automobiles. C'est ce qu'on voit, mais dans les faits, comme on en a parlé, l'automobile est synonyme de sédentarité et pas d'activité physique. Mais ce qui va vraiment rapprocher, en particulier les publicités automobiles et celles du tabac, comme on parle un peu, c'est tout l'aspect style de vie. Donc, on ne vend pas simplement le produit, on vend une expérience associée au produit. Les sentiments. Exactement. Donc, tout ça, leur impact, les stratégies utilisées, l'attachement qu'a la population, ça, pour nous, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de règlements qui ont été passés pour le tabac qui pourraient être efficaces dans une certaine mesure pour l'automobile. Parce que, corrige-moi si je me trompe, mais justement, la cigarette, à une certaine époque aussi, c'était vu comme justement une espèce de marque de prestige, qui est cool de fumer. C'est valorisé, là, un peu comme l'automobile en ce moment. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on aime dire qu'on est presque 15 ans en retard sur la réglementation du tabac. Donc, les perceptions du tabac à ce jour sont très différentes qu'il était à l'époque, tandis que l'automobile, c'est encore vu comme étant cool. Peut-être que dans 10 ans, on va réaliser que c'est absolument pas cool d'avoir un véhicule, mais pour se rendre là, il faut des mesures similaires à ce qui a été fait pour le tabac. Donc, pour le tabac, en parlant de ça, il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place, donc des mesures de plus en plus contraignantes qui, même encore à ce jour, sont renforcées. Donc, on est venu encadrer l'usage, la promotion, l'affichage des produits, des lois qui ont été passées au Québec, au Canada et dans plein d'autres provinces pour encadrer le tabac. Il y a des mises en garde super visibles sur les paquets. Même l'année passée encore, on annonçait une nouvelle mesure. C'est des avertissements sur chaque cigarette individuelle. Donc, on va toujours de plus en plus loin. On interdit les commandites d'événements par l'industrie du tabac, ce qui est encore en vigueur pour l'industrie automobile. C'est assez fréquent d'avoir des festivals de musique culturelle qui sont commandités par l'industrie automobile. On a restreint les lieux d'usage où on pouvait fumer la cigarette. Est-ce qu'on préfère la même chose pour l'automobile, donc restreindre les zones où on peut utiliser l'auto? Un peu comme des rues piétonnes dans les villes. Ça peut être des rues piétonnes. On voit beaucoup dans certains pays européens des zones, des low emission zones. Donc, des endroits où que seulement les véhicules électriques peuvent circuler, ou si ce n'est pas un véhicule électrique, il faut payer un certain frais pour circuler.
On a interdit les publicités pour le tabac. Ça fait quelques années déjà de ça. Tandis que, comme on en parlait, les publicités automobiles sont assez encore très courantes. Puis, on a augmenté les taxes progressivement d'année en année sur le tabac. Pour les véhicules, le taux sur la taxe d'essence, pour le fédéral, ça fait plus de 15 ans qu'elle est... Non, en fait, pour le fédéral, ça date depuis 1995 que le taux est encore le même. C'est le même taux. Au Québec, ça date depuis 2013. Donc, on augmente à chaque année les taxes sur le tabac, mais pas sur celles sur l'essence, qui pourraient pourtant nous aider à dissuader l'achat. Donc, c'est différentes mesures qui pourraient être mises en place pour le véhicule en s'inspirant du tabac. Donc, on espère, notamment avec le rapport, que ça va permettre de... on va proposer des recommandations, bien évidemment, au gouvernement en s'inspirant de ça. On espère mettre en place des mesures d'ici la date 2035 pour dissuader l'achat de véhicules à essence. Il y a aussi, là, je pense à Robert Bourassa, une autoroute à Québec. C'est une autoroute de 3 voies, je pense, 3 ou 4 voies. Puis il y a souvent du trafic le matin et le soir, mais il y a une voie pour les autobus. Par contre, les véhicules électriques peuvent aussi emprunter cette voie-là. Et ceux qui font du covoiturage aussi. Ouais. Donc, ça l'encourage, en tout cas, ça peut encourager des gens justement à faire la transition vers des moyens de transport qui sont plus durables en ayant des incitatifs comme ça. Oui, exactement. Fait qu'il y a certaines choses qui sont faites, mais clairement, on pourrait en faire plus. Oui. Mais tu sais, je trouve ça intéressant. Tu sais, c'est pas nécessairement d'empêcher les gens de faire X choix, c'est de les amener tranquillement à faire un meilleur choix. Tu sais, il y a personne qui t'allait prendre le paquet de cigarettes d'un poche de quelqu'un qui l'a enlevé. C'est tranquillement, tu rends peut-être l'accès un petit peu plus difficile, tu mets de l'avant les impacts, puis tu sais, ses habitudes vont changer en fonction de ça. Fait que je trouve ça quand même intéressant. Mais tu sais, ce que je vois différent avec le tabac, puis tu me dis ton point de vue, mais tu sais, mettons, le tabac, c'est comme un peu... Ben là, moi, je le vois comme un luxe parce que j'en ai pas besoin dans ma vie de tous les jours versus les véhicules, j'en ai besoin. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur cette espèce de différence-là, tu sais? J'ai pas besoin de fumer, mais mon véhicule, j'en ai besoin pour aller au travail. Bien, c'est pour ça, on pense qu'il y a certaines mesures, c'est sûr qu'elles devront prendre en compte certains enjeux au niveau de l'équité, aussi au niveau les personnes se situent, est-ce qu'elles ont accès à d'autres options? Ouais. Est-ce qu'elles ont un niveau de revenu adéquat qui leur permette de payer plus de frais sur leur immatriculation? C'est sûr que toutes les mesures comme ça viendrait définitivement dans un deuxième temps. Pour nous, dans un premier temps, ben, c'est d'encadrer la publicité automobile. C'est une mesure qui a peu d'impact sur le consommateur, ben, à première vue, mais dans les faits, on vient vraiment influencer ses comportements d'achat parce que c'est près de 50% des nouveaux acheteurs de véhicules qui se disent influencés par la publicité. Puis c'est aussi une mesure qu'on a sondée dans le cadre d'un sondage léger au Québec, que 80% des répondants se disaient favorables à un meilleur encadrement de la publicité. Donc, c'est déjà une première étape. Progressivement, la publicité automobile pourrait être interdite comme qui a été faite pour le tabac. Donc, on a commencé par la télé, la radio, puis les médias imprimés. Pour nous, ça pourrait être de commencer par interdire la publicité automobile dans des endroits stratégiques comme les stations d'autobus ou sur les autobus. Donc, pour nous, la mission du transport en commun va à l'encontre de la promotion du véhicule. Donc, ça pourrait... c'est vraiment un processus graduel. Donc, on ne parle pas de tout mettre en œuvre dès aujourd'hui. Comme un peu qui a été fait pour le tabac, ça s'est échelonné sur très longtemps. On mise pas sur un 30 ans de réglementation. On veut quelque chose un peu plus court. Mais ça serait graduel, certainement. C'est de s'inspirer de ce qui a déjà été fait dans le passé puis essayer de le transposer aux automobiles. OK. Ben, je pense que ça faisait le tour de nos questions. Merci beaucoup, Valérie. Bien, merci.